Salut Georges, ça y est là, on est parti. Salut David. Bon, après quelques échauffements sur nos différentes applications, nous sommes prêts. On est dans l'imminence d'un orage très violent, mais d'après les calculs, nous aurons fini avant. Donc, je sais pas, il y a de l'électricité dans l'air, un peu comme pour le saut de Bob Beamon à Mexico, juste avant l'orage, et il a quand même battu le record du monde de 55 centimètres. J'avais envie de parler de ça en ces moments de Jeux Olympiques. Et ouais, comme quoi les millions d'années d'évolution qui ont façonné le corps humain sont quand même capables de créer des performances absolument incroyables. Battre le record du monde de 55 centimètres. Bon, et depuis, ça fait combien d'années maintenant 56 ans, donc c'était 1968, ben, on a gagné que 5 centimètres. Et lui a gagné 11 fois ça en une fois. Bon, voilà, c'est des beaux En tout cas, souvenirs. quoi qu'il en soit, tu sais, je pense qu'on a parfois tendance à penser que l'évolution vise la complexité, vise l'intelligence, parce qu'on se prend comme exemple et on est des êtres tellement incroyables, tu vois, des bâtisseurs, des inventeurs capables de pensées complexes et puis de construire des cathédrales, des citadelles, qu'on se dit que c'était l'objectif ultime et la plus belle réalisation de la nature et de l'évolution. Alors qu'en réalité, la nature, elle n'a pas du tout cette intelligence. Elle maximise et se contente de faire des essais-erreurs multipliés par des milliards d'occurrences jusqu'à arriver à l'organisme le plus fitness possible, c'est-à-dire le mieux adapté possible à son environnement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que sont arrivés les mammifères. En réalité, en modifiant la façon dont ils s'alimentaient, eh ben, petit à petit, la morphologie de leur mâchoire, de leurs dents, etc., a évolué et a donné naissance aux mammifères, non pas pour créer l'homme en bout de course, mais pour simplement avoir des êtres capables de mieux s'adapter à leur niche écologique et de survivre dans leur environnement. Et c'est un peu l'histoire du programme qu'on a créé ensemble, c'est de comprendre que en réalité, toutes ces spécificités génétiques n'avaient pas pour but de nous rendre plus ou moins malades ou plus ou moins adaptés à notre société, mais simplement plus ou moins adaptés à un environnement donné. Et le fait est que c'est des processus qui prennent des centaines de milliers, voire des millions d'années, et que nos modes de vie, nos alimentations, etc., se sont radicalement métamorphosés ces 100 dernières années. Oui, d'ailleurs, ton propos se rattache directement à ce qui se passe au niveau de certains des génotypes, donc des variations génétiques dont nous parlons dans ce programme, étant donné que deux de ces variations sont en train de se modifier, là, je dirais au moment où nous parlons, mais là, sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Hein, donc, bon, peut-être on va trop vite dans du très concret, mais j'ai quand même envie de caser ça là maintenant, puisqu'on en parle. Le génotype DIO2 s'est mis à évoluer il y a 15 000 ans parce que l'alimentation humaine était beaucoup plus riche en glucides et on a vu apparaître une mutation qui, depuis, a connu un succès fulgurant. Et il se passe un peu la même chose avec le génotype AMY1A, celui de l'amylase salivaire. Le DIO2 a trait à l'activation des hormones thyroïdiennes. Celui de l'amylase salivaire est en train de se modifier, mais plus lentement. Visiblement, le succès ou l'efficacité de l'évolution n'est pas la même, mais un petit pourcentage de la population est en fait beaucoup plus tolérante, beaucoup mieux adaptée à la digestion des glucides, parce que l'exposition aux glucides a explosé depuis le néolithique. Donc il y a des évolutions sur des très longues périodes, mais les génotypes dont nous parlons, c'est une variation génétique qui peut aller relativement vite. Le problème, c'est que nous sommes un mélange d'humains qui ont des génotypes modernes et d'autres qui ont des génotypes ancestraux. Et donc, d'abord, il faut savoir à quel monde on appartient et puis s'adapter en conséquence, en insistant sur le fait que personne ne va nécessairement avoir que des génotypes modernes ou que des génotypes ancestraux. Ça, c'est la roulette mendéléenne de l'hérédité. Tout dépend de nos deux parents,
qui eux-mêmes dépendaient des copies de gènes hérités de leurs deux parents et ainsi de suite. Voilà un peu le raccord que je peux faire avec ta brillante introduction sur les mammifères. D'ailleurs, tu vois, il y a en voilà un mammifère ici. Un second. Il y en a un troisième là dans son panier qui s'appelle Oxo. Bon, bref. Et encore, tu parles d'évolution un petit peu plus lente, mais en réalité, c'est parce qu'on analyse ça sous le prisme de nos échelles de temps. Tu vois, l'échelle de temps d'un humain, c'est peut-être 100 ans, et donc on a l'impression que 100 ans, c'est beaucoup. Mais à l'échelle de l'évolution, c'est un battement de cils, quoi. Si tu regardes l'histoire des dinosaures, elle représente 250 millions d'années. Et le T-Rex, le fameux T-Rex, le roi des prédateurs, il a vécu que 2 millions d'années. Donc sur les 250 millions, ça paraît très peu. Que 2 millions d'années. Et en réalité, ça reste énorme, quoi. Et donc la question qu'on essaie de poser et à laquelle on répond justement dans ce programme ADN Décode, c'est d'essayer de savoir si, comme tu le dis, on est aujourd'hui un Homo modernus, c'est-à-dire un être humain adapté à digérer le lactose, à manger des produits laitiers, à manger du gluten, à consommer beaucoup de glucides, ou bien si on est plutôt un chasseur-cueilleur, c'est-à-dire un être un peu plus ancestral, mieux adapté à un régime plus carnivore, plus faible en glucides. Et donc, cette évolution est en cours. Donc, a priori, si on se projette dans le futur, dans quelques centaines de milliers d'années, si l'homme est encore présent sur Terre, eh bien, il y a fort à parier qu'on soit tous devenus des homo modernus et peut-être tous adaptés à cette alimentation qui aujourd'hui est relativement métaboliquement insultante parce qu'elle est inadaptée à ce pourquoi nos gènes nous ont disposés à vivre. Sauf si l'environnement d'ici là a encore changé radicalement, ce qui est évidemment possible. Et puis n'oublie pas que des marches arrière, si j'ose dire, parce que bon, où est l'avant, où est l'arrière, mais en tout cas revenir à des situations antérieures n'est pas exclu, hein, notamment quand tu penses aux dégâts que l'humain est capable de faire à la planète. Dieu sait ce qui va se passer dans le futur. Bon, tu pourrais peut-être répondre à quelques questions que je reçois au sujet du programme? Bien sûr. Bon, d'abord, parce que tu le maîtrises mieux que moi, bien entendu, puisque c'est quand même toi qui l'as créé au départ des vidéos que nous avons shootées ensemble. Et je reconnais que je crois que ta part de travail est plus grande que la mienne. Tu as utilisé une base de vidéos et puis alors évidemment on a collaboré pour donner des informations annexes. Je pense que Goliath veut passer dans son panier. Bon, ben voilà. Allez, tout à l'heure Goliath. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le programme? 21 vidéos, ça je sais. C'est juste? Ou c'est 22? Tout à fait. Non, c'est 21 vidéos qui ont été... Ce que les gens aiment bien de comprendre, c'est ce qu'il y a sur le côté, si c'est téléchargeable, si c'est imprimable, enfin un peu tous ces détails pratiques pour leur donner, je dirais, tous les éléments pour qu'ils se décident, voir s'ils s'embarquent dans l'aventure ou pas. En réalité, ce parcours avec la génomique, moi je me souviens, j'ai fait mes tests en 2021, donc il y a déjà quelques années, et à cette époque, il était très difficile d'avoir accès à des informations pertinentes sur cette approche génomique, et donc de savoir comment exploiter, interpréter ces résultats pour modifier nos choix, nos habitudes, et construire une assiette qui soit réellement concordante avec notre ADN. Tu as été, selon moi, vraiment le père de fil de cette approche génomique dans le monde francophone. Ça a donné lieu à 2 épisodes de podcast sur Limitless Project qui ont hyper bien fonctionné, mais suite auxquels on m'a posé beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on fait pour tester ces génotypes, comment est-ce qu'on adapte justement son alimentation selon qu'on est APOE2, APOE3, APOE4, selon si on a un génotype DIO2 plutôt ancestral ou moderne, etc. Et donc, bien sûr, tu proposes beaucoup de contenu déjà accessible gratuitement dans tes capsules vidéo, mais qui sont parfois difficilement applicables pour quelqu'un qui n'aurait pas des connaissances avancées en médecine fonctionnelle, quelqu'un qui cherche une méthode pour passer facilement de 0 à 1 et implémenter ces changements dans leur quotidien. Et c'est vraiment ce qui a fondé la génétique. Si tu permets, je t'interromps, mais sinon je vais oublier. Si tu veux, les vidéos, effectivement, une grande partie de l'information qu'il y a dans le programme est présente dans les vidéos.
Bon, le problème, c'est qu'on s'oriente vers 250 vidéos d'une demi-heure, y compris des webinaires qui font 2 à 3 heures. Bon, donc c'est quand même difficile d'en faire le tour. Il n'y a pas d'ordre précis. Donc pour moi, les vidéos, c'est une information qu'on peut capter comme ça, un peu de manière aléatoire, que j'oppose à ce que nous faisons ici, qui n'est pas une information, mais une formation. Exactement, et tu le définis extrêmement bien. L'idée, c'est vraiment d'être capable de passer de 0 à 1, étape par étape, de prendre les participants par la main et de leur permettre réellement d'appliquer cette connaissance, ce savoir dans leur quotidien, dans leur assiette, dans leurs habitudes de vie. Et je pense que notre collaboration à cet égard est extrêmement vertueuse parce que tu as la connaissance, tu as l'expérience terrain sur des milliers de patients avec qui tu as déjà utilisé cette approche de la génomique, avec des résultats spectaculaire parfois. Et moi, j'ai ce côté plus naïf, plus extérieur à la médecine parce que je suis un profane. Et donc, j'ai pu apporter peut-être une lecture beaucoup plus vulgarisatrice des propos et du savoir que tu es capable de transmettre. Et il a été orchestré donc dans le programme, tu l'as dit, en 21 vidéos, mais qui sont réparties en chapitres. Donc, on a étudié plusieurs génotypes qui nous semblent être les plus intéressants parce que c'est ceux qui ont le plus d'impact sur nos choix au quotidien, mais également ceux sur lesquels on a le plus de recul en termes de science, de connaissances. Ça, c'est le premier point. Donc, on a ces contenus vidéo qui sont intégrés dans un parcours pédagogique complet avec des quiz, des éléments de compréhension, des fichiers à télécharger, des pyramides alimentaires qui ont été faites de telle sorte à ce que les participants puissent carrément scotcher la pyramide spécifique pour leur génotype sur leur frigo et savoir exactement quoi mettre dans leur assiette, dans quelle proportion, quelle quantité de glucides, de protéines, de graisses saturées, de produits laitiers, les meilleures sources de glucides, par exemple, si on est intolérant au gluten, un arbre décisionnel pour savoir quels produits laitiers consommer en fonction de ces allergènes, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup à la fois du savoir, mais aussi beaucoup d'outils pratiques pour modifier ses habitudes de vie de façon simple et vraiment pouvoir intégrer ces changements dans son quotidien, pas rester seulement dans une compréhension linéaire où tu engranges de nouvelles connaissances, mais dans un côté beaucoup plus pratique de comment est-ce que je modifie mes habitudes de vie. En fait, si je comprends bien, si on y réfléchit bien, c'est plutôt un programme qui sert d'initiation à la médecine fonctionnelle dans sa globalité, plutôt que uniquement parler de génotype. Ça va bien plus loin que de parler de génotype. Bon, évidemment, on part du thème des génotypes parce que l'idée, c'est quand même d'aider les gens au niveau de leur diète. Mais ça déborde quand on parle de thyroïde, quand on parle de santé intestinale, etc. Dans les vidéos, on va bien plus loin. Et donc, on pourrait imaginer que c'est une espèce d'initiation à la médecine fonctionnelle sous prétexte de comprendre ce thème des génotypes. Et ça tombe bien parce que je ne sais pas pourquoi, si c'est une coïncidence, si c'est un peu le destin qui parle, mais justement, ces moments-ci, sur les réseaux, sur YouTube, bon, je parle évidemment de chaînes qui traitent de la nutrition, hein. YouTube est un vaste domaine, mais pour les chaînes qui sont fortement suivies et qui parlent de nutrition, eh bien, tout récemment, il y a une attaque sur la médecine fonctionnelle, une remise en question, des critiques qui viennent de gens qui ne sont pas trop d'accord avec cette histoire de génotype, à tel point que j'ai enregistré avant-hier et déjà téléchargé sur ma chaîne YouTube une vidéo que j'intitule Capsule spéciale pour remettre un peu les choses au point et défendre cette médecine fonctionnelle qui m'est chère. Mais bon, le programme va apporter des compléments d'information, va consolider, disons, la place de la médecine fonctionnelle dans les choix alimentaires. Et je pense que notre programme démontre que ça ne passe pas nécessairement par des frais exorbitants
et un rôle crucial de médecin. Bon, évidemment, à un moment donné, il faut des analyses, mais la plupart des analyses peuvent aussi être obtenues par des médecins généralistes. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, oui, et tu vois, c'est clairement un problème de la médecine fonctionnelle. C'est que moi, j'en suis un fervent défenseur. Je pense que c'est réellement une approche douée de beaucoup de promesses pour la longévité, mais aussi pour le bien-être au quotidien. Et pour autant, qui aujourd'hui est extrêmement cher parce que pas remboursé par la sécurité sociale, parce que nécessitant des analyses de biomarqueurs, etc. poussées, des consultations avec des médecins qui ont quand même un niveau de connaissance, d'approche systémique, d'investigation qui est quand même beaucoup plus important qu'un médecin généraliste, donc qui va y passer plus de temps, ce qui coûte plus cher. Donc c'est une approche qui est pas accessible à tout le monde. Et ce que je trouve génial avec le programme qu'on a créé, c'est que eh bien pour 200 € quelque part, on donne cette connaissance aux gens de telle sorte à ce qu'ils soient capables d'être autonomes dans leur approche. Bien évidemment, s'il y a des pathologies spécifiques, etc., peut-être que ça nécessitera malgré tout de consulter un médecin fonctionnel. Mais dans la plupart des cas, ça te permet réellement de modifier tes habitudes de vie pour vivre en meilleure santé. Et comme tu le dis très bien, ça va beaucoup plus loin que les génotypes. Parce qu'on parle de perméabilité intestinale, on parle de réaction auto-immune, on parle de glycémie, on parle des produits sans lactose. Et puis, il y a ce côté évolutif, dans le sens où il y a tout l'aspect communautaire. On a reçu déjà des dizaines de questions de membres qui suivent la formation, qui peuvent poser des questions directement vis-à-vis de leur cas personnel ou vis-à-vis de choses qu'ils ont lues à gauche, à droite, etc. Et à chaque fois, tu as une réactivité incroyable pour leur répondre et enrichir par là même le programme. Donc, il est évolutif en plus du contenu qu'on a créé. Il s'enrichit de toutes les questions des membres qui y participent et des réponses que tu donnes gratuitement. Et je voudrais rajouter un dernier point quand tu as dit c'est une introduction à la médecine fonctionnelle, parce que ce que je trouve assez frappant, et j'avoue que je l'avais pas anticipé à la base, c'est que sur la centaine de personnes qui suivent le programme pour l'instant, eh bien, il y a à la fois des particuliers qui ont à cœur d'améliorer leur santé. Et donc, on rappelle quand même le principe de la médecine fonctionnelle, c'est de prévenir plutôt que de guérir, donc d'éviter les maladies plutôt que d'essayer de masquer les symptômes une fois qu'elles sont arrivées. Donc, il y a beaucoup de particuliers qui les suivent et qui, tu vois, sur chaque module, tu peux donner une note qui met une note entre 8 et 10 et donc qui à chaque fois arrive à comprendre ces informations-là. Donc, tout ça pour dire que c'est très accessible au commun des mortels. Et pour autant, on remarque aussi toute une autre partie qui sont des naturopathes, qui sont des médecins généralistes, qui sont des professionnels de la santé et qui ont envie de s'emparer de cette connaissance de la médecine fonctionnelle, de cette connaissance de l'approche génomique et qui eux aussi arrivent à en tirer parti et à en retirer des enseignements majeurs. Donc là, j'ai lu le commentaire d'un médecin, par exemple, qui disait qu'il avait appris plein d'informations, qu'il avait adoré cette introduction à la médecine fonctionnelle, etc. Et c'est intéressant de voir qu'on a réussi à parler à ces deux clientèles qui, à la base, sont complètement différentes. Mais ça rejoint encore une fois la comparaison que je fais entre l'information de mes 200 et quelques vidéos YouTube et la formation que tu proposes. C'est quand même toi qui la propose, mais enfin, on peut le mettre sous le nous si on veut. C'est vrai que je reste très actif et c'est dynamique puisque je réponds aux questions qui me concernent. Hein. Il y a des questions qui sont répondues par d'autres intervenants, mais les questions où je peux répondre, je réponds. Eh bien, il y a ça aussi sur les commentaires des vidéos YouTube. Il y a dans ces commentaires des vidéos YouTube, bon, évidemment, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des petites choses, voilà. Plaisantes, parfois très déplaisantes, mais c'est une petite minorité de trolls comme toujours. Mais il y a des échanges, des questions et des réponses que je propose sur ces commentaires YouTube qui sont des perles cliniques. Et c'est dommage que c'est un peu perdu. J'ai beaucoup de commentaires sur mes vidéos, j'ai facilement 200, 300 commentaires. Bon, c'est très difficile d'aller repêcher tout ça là-dedans, mais les perles, elles y sont. Et avec ton algorithme, ton software, bon, qui est remarquable, je trouve. Bon, évidemment, voilà quoi, c'est moderne, hein, mais tu es moderne, moi pas. Il faut même bien qu'on l'admette. Donc, ces échanges ne sont pas perdus. Ils sont facilement identifiables, ils sont lus, ils sont partagés. Tu proposes les commentaires qui ont le plus de succès, etc. Si ça existait
de cette manière-là, avec ce traitement informatique remarquable sur mes 200 et quelques vidéos YouTube, on ferait un livre sur la médecine fonctionnelle qui s'arracherait. Bon, donc voilà, je suis content de répondre aux questions et aux commentaires sur notre programme et qui va petit à petit s'étoffer et s'améliorer. Et c'est comme une boule de neige qui tourne, qui roule, qui descend la pente. Et je crois que on a l'impression que rien ne se perd là-dedans. Donc quand on sort de bonnes infos, eh bien, elles serviront à d'autres. Toute information, toute connaissance, ce qui est la même chose, non partagée est perdue. Hein, c'est toujours mon motto. Effectivement, et donc je le disais, le parcours pédagogique, il a vraiment été construit de telle sorte à ce que il soit progressif étape par étape. Et donc il y a une vidéo. En dessous de la vidéo, il y a potentiellement des ressources complémentaires, donc des quiz pour vérifier qu'on a bien compris les éléments de la vidéo, mais aussi des ressources à télécharger. On a parlé un peu plus tôt des biomarqueurs sanguins. Et ben, parce que évidemment, c'est une formation sur la génomique, mais c'est intéressant d'objectiver ce que nous disent nos gènes et la modification de nos habitudes de vie avec la réalité de ce que nous dit notre sang. Et donc, tu as créé un tableau avec les marqueurs sanguins à tester en laboratoire pour donner aussi accès à cette connaissance, tu vois, sans être obligé de faire un processus hyper compliqué. Et là, on a clé en main une petite analyse de sang que chacun peut faire lui-même de son propre chef, sans avoir besoin d'être dépendant d'un autre médecin, d'un médecin fonctionnel ou autre, et objectiver la réalité en France. On peut aller dans un labo et demander des analyses soi-même. Ce que je trouve très bien, parce que ça donne du pouvoir aux patients. Hein, c'est l'empowerment du patient. Comment est-ce que tu dis ça en français, empowerment? Du pouvoir, de la responsabilité, de l'autonomie. Oui. Enfin, empowerment, ça le fait mieux. Bon, je te charrie un peu là parce que... Mais malheureusement, en Belgique, tu ne peux pas aller te présenter dans un labo et demander des analyses. Mais par contre, je crois que par rapport aux médecins généralistes français, les médecins généralistes belges sont quand même plus ouverts et probablement un peu moins persécutés par la Sécu nationale. Et donc, quand les gens sont motivés comme ça, je crois qu'ils aideront aussi que ce soit en Belgique ou au Luxembourg, ils contribueront à faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Et je vais revenir après sur la comparaison France-Belgique parce qu'il y a un petit point quand même intéressant à dire par rapport à ça. Mais donc, sous les vidéos, donc, il y a toutes ces ressources complémentaires à valider avant de passer à la suivante. Et puis, à côté, il y a justement la possibilité de poser des questions et puis de voir les autres questions qui ont été posées sur cette vidéo, sur ce contenu. Donc, tout est classé et segmenté en fonction des contenus et donc d'enrichir ainsi au fur et à mesure le contenu de la formation avec les questions et les réponses que tu as apportées. Et sur cette différence entre la France et la Belgique, peut-être que la France est plus permissive sur les tests des biomarqueurs sanguins. Par contre, elle l'est moins sur les tests génétiques, puisque la législation française les interdit. En tout cas, ils sont très très encadrés dans le sens où il faut qu'ils soient prescrits par un médecin qui suspecte une maladie génétique. Donc l'approche génomique à des fins de prévention est abolie. Et la raison qui sous-tend cette décision, c'est de dire que si tu apprends en analysant ton génotype que par exemple tu es APOE4 et que ça augmente, ça multiplie par 15 tes risques de maladie d'Alzheimer, la France dit que c'est potentiellement stressant pour toi et que si tu n'es pas accompagné par un professionnel de la santé, ça risque d'être difficile. En oubliant le fait que quelqu'un qui est engagé dans cette démarche, qui va faire ce test, a priori, il a envie d'améliorer sa santé. Donc, la connaissance et le pouvoir, le fait de le savoir, ça lui permet de réduire la prévalence de ce risque de la maladie d'Alzheimer à un niveau tout à fait normal et cohérent au reste de la population. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Savoir que tu as un risque et puis modifier tes habitudes de vie de telle sorte à le supprimer, ou bien ne pas le savoir et puis ne pas être stressé et ne rien changer. Mais là, on joue un peu sur les mots parce qu'en fait, cette histoire d'APOE4 n'a rien à voir avec une maladie génétique. Par contre, c'est aller détecter un risque génétique accru, mais qui est modifiable et qui est contrôlable et qu'on peut parfaitement, comme tu viens d'expliquer,
quasiment éteindre, en tout cas parce que quand tu parles de 15 fois, c'est pour les doubles 4 qui héritent de ça des deux parents. Et même dans ces cas-là, on a de très bons résultats. Et puis quand il y a une copie ApoE4, ben, en gros, de nos jours, en médecine fonctionnelle, on se targue de pouvoir prévenir la maladie d'Alzheimer dans une très large mesure si les sujets sont motivés et font ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc c'est pas normal qu'on n'autorise pas ça, mais bon voilà, tu as proposé des solutions un peu de rechange, si j'ai bien compris. Ouais. D'ailleurs, la France est un des seuls pays européens et puis même au monde à interdire Ah oui, ces oui, tests génétiques à des fins de santé, hein. On est vraiment extrêmement rétrograde sur le oui. sujet. Et comme tu le dis, Belgique, il n'y a pas de Luxembourg, Suisse, Canada, ouais. partout on peut. Oui. Et comme tu le dis très bien, il faut quand même le souligner, il n'y a pas de fatalisme, dans le sens où nos gènes comptent pour 15 à 30% de notre santé, on va dire, et le reste, c'est nos habitudes de vie. Et donc, le fait de savoir qu'on a cette prédisposition peut nous permettre de modifier Eh notre oui, alimentation de modifier telle le sorte reste. à ce qu'elle soit concordante avec cette spécificité et vivre en parfaite santé. Et donc, effectivement, j'ai proposé deux alternatives, une avec un labo européen qui est un petit peu moins complet en termes de tests, on va dire, mais qui a l'avantage d'être plus simple et accessible puisqu'il livre directement en France et donc tu peux faire renvoyer ton petit échantillon d'ADN salivaire par ce biais. Et l'autre qui est une entreprise américaine qui s'appelle CellDecode qui ne livre plus en France, mais on peut pour une dizaine d'euros louer une adresse en Allemagne. Donc le test arrive en Allemagne, il est ensuite réexpédié chez le client en France. Le français remplit le kit et le renvoie à ses frais chez CellDecode. Donc voilà, donc la procédure coûte 10-15 euros de plus, mais permet et fonctionne. Donc on a, je le disais, une centaine de personnes qui suivent la formation, qui ont utilisé l'une ou l'autre de ces solutions, et dans les deux cas, qui ont réussi à accéder à leur génotype pour l'ensemble des gènes qui sont étudiés dans la formation. Mais justement, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est qu'il y a, comme tu dis, 15, 20, jusque 30% qui vient de la génétique, puis le reste, ben, évidemment, c'est tout l'environnement. Parfois, les gens utilisent le terme épigénétique pour l'impact de tout ça, ce qui est peut-être un peu un certain abus de langage, mais enfin bon, c'est très tendance de parler d'épigénétique. Il y en a qui en font leur fonds de commerce, mais pas moi. Mais bon, bref, seulement ce qu'il faut quand même bien faire apparaître, c'est que les 15 à 30% ne sont pas modifiables. Et donc ça, il faut le connaître et il faut s'en accommoder. Ça me paraît une bonne conclusion, non? Oui, très bien. Merci Georges. Salut David. Bye.